Deux chiffres suffisent à figer l'attention. Un pays parmi les plus dépendants de l'aide occidentale rompt brutalement avec ses parrains traditionnels. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se tourne vers Cuba et le Venezuela, deux États sous sanctions qui revendiquent pourtant leur souveraineté et offrent des partenariats moins conditionnels. Que signifie, pour les Burkinabés comme pour le reste de l'Afrique, ce pari risqué qui défie les équilibres établis et teste les limites réelles de la marge de manœuvre africaine? Une nouvelle carte du pouvoir commence à se dessiner, encore fragile. Le basculement diplomatique du Burkina Faso ouvre une promesse simple mais ambitieuse. Sortir d'un cycle de dépendance façonné pendant des décennies par les conditionnalités occidentales. Cette orientation implique un bénéfice central formulé en 10 mots, récupérer une marge d'action sans subir de contraintes externes disproportionnées. Cette idée attire parce qu'elle répond à une lassitude ancienne face aux programmes d'aide fluctuants, souvent alignés sur des priorités extérieures plutôt que sur les besoins internes, mais elle s'accompagne d'un coût potentiel élevé. S'exposer à des pressions nouvelles, voire à des sanctions ciblées, au moment même où le pays explore des partenariats alternatifs avec Cuba et le Venezuela. Le véritable enjeu se situe ici. Si cette stratégie fonctionnait, elle offrirait au Burkina Faso un espace rare dans le paysage africain, dominé par des structures financières internationales qui laissent peu de marge de négociation. Si elle échouait, elle pourrait fragiliser davantage un État déjà confronté à des contraintes sécuritaires, économiques et institutionnelles. Le micro-hook surgit donc. Ce modèle peut-il vraiment tenir face aux tensions annoncées? La première rupture apparaît avec une vitesse inhabituelle. En moins d'un an, le Burkina Faso a réorienté sa diplomatie en rompant l'équilibre ancien qui structurait ses choix extérieurs. La seconde rupture, plus discrète, mais tout aussi décisive, tient à la décision d'entrer en coopération avec deux pays sous sanctions, alors que plus de 40% des nations africaines demeurent dépendantes de l'aide internationale. Ces deux points forment le cœur du mini-reveal. La stratégie portée par Ibrahim Traoré ne consiste pas seulement à changer de partenaire, mais à redéfinir l'architecture qui dictait, depuis des décennies, la trajectoire burkinabé. Pour comprendre la portée du geste, il faut revenir au modèle initial. Celui-ci reposait sur une logique d'accommodement, accepter des conditionnalités militaires, économiques et politiques en échange d'un soutien destiné à maintenir une stabilité toujours fragile. Ce mécanisme, répété au fil du temps, a fini par produire son propre cercle vicieux. Dépendance croissante, marge décisionnelle réduite, vulnérabilité face aux chocs externes. C'est dans ce contexte qu'émerge la recherche d'alternatives. L'ouverture vers Cuba et le Venezuela ne relève pas d'un geste impulsif. Elle s'inscrit dans une séquence logique où un modèle ayant atteint ses limites pousse un pays à explorer ses dernières marges de manœuvre. Cuba offre une expertise médicale solide, construite malgré les contraintes internationales. Le Venezuela apporte une expérience énergétique forgée dans l'adversité. Ces contributions répondent chacune à une défaillance précise du système burkinabé. Pénurie d'électricité, faiblesse de la prévention sanitaire, instabilité des programmes externes. Mais cette dynamique soulève une interrogation. En cherchant à se libérer de dépendances anciennes, le pays risque-t-il d'en créer de nouvelles? Le débat existe déjà dans plusieurs cercles diplomatiques africains. Certains y voient un acte de souveraineté nécessaire, d'autres craignent une substitution plutôt qu'une inémancipation. Pourtant, au milieu de cette incertitude, une réalité demeure. Pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso tente de reprendre la maîtrise de son destin sans attendre la validation de ses partenaires historiques. Pour saisir la portée du virage engagé, il faut suivre ceux qui en portent la charge au quotidien. Les équipes techniques mobilisées autour de la présidence et des ministères sectoriels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces groupes ont commencé par cartographier les failles laissées par les anciens accords occidentaux, dépendance aux intrants importés, retard structurel d'approvisionnement et instabilité des financements conditionnels. Cette première analyse, longtemps dispersée, devient le guide silencieux d'une stratégie qui cherche à transformer des contraintes anciennes en leviers exploitables. Le premier micro-case se situe dans la santé. Une délégation burkinabé envoyée à Cuba a observé les centres de formation dédiés à la médecine préventive.
Les échanges ont révélé un point crucial. Malgré les sanctions, les équipes cubaines parviennent à maintenir des missions régulières, là où les programmes occidentaux étaient souvent suspendus au gré des priorités politiques. Cette stabilité opérationnelle a marqué les techniciens burkinabés qui y ont vu une marge d'action plus prévisible que celle offerte par les partenariats antérieurs. Un second microcase touche à l'énergie. Les ingénieurs burkinabés ont analysé l'expertise vénézuélienne dans la gestion de réseaux sous contrainte. Le pays sud-américain, malgré ses crises, possède une expérience technique construite dans l'adversité, particulièrement utile pour un État confronté à des pénuries électriques cycliques. Les premières discussions ont mis en lumière des approches adaptées à la réalité burkinabé. Intervention ciblée, diagnostic rapide des points critiques et méthode de continuité en environnement instable. Ces deux exemples esquissent une tendance. La stratégie repose moins sur une rupture symbolique que sur une recherche de solutions concrètes, alignées sur les besoins internes. Et la question demeure, le terrain pourra-t-il tenir le rythme ? Pour amorcer la transition, Trugdor, la diplomatie burkinabé, suivait encore la trajectoire classique des partenariats occidentaux, structurés par des programmes d'aide conditionnels et une logique de stabilité négociée. Après cela, plusieurs signaux internes sont venus fissurer l'équilibre. Des ministères constataient l'inadéquation entre les priorités imposées et les besoins réels, tandis que les variations soudaines des programmes de soutien dévoilaient une fragilité devenue difficile à ignorer. Ces tensions ont formé le premier véritable déclencheur. La présidence y a vu non pas un incident isolé, mais une alerte structurelle annonçant que le modèle atteignait ses limites. À mesure que le mouvement s'accélérait, la recherche d'options alternatives a commencé par des échanges exploratoires avec Cuba et le Venezuela. Les discussions portaient d'abord sur la santé, l'énergie et la formation, trois secteurs où les contraintes accumulées empêchaient tout progrès durable. La convergence observée entre les trois pays a surpris plusieurs conseillers. Chacun partageait la volonté de contourner les modèles imposés et de bâtir des coopérations moins conditionnelles. Ce rapprochement a rapidement créé un espace où exprimer des ambitions longtemps comprimées par la diplomatie traditionnelle. Lorsque les premiers projets ont été validés, la dynamique a changé d'échelle et la montée en intensité est devenue visible. Au moment où la dynamique atteignait son point culminant, les équipes cubaines proposées pour la santé ont fourni un signal fort. Leur approche préventive répondait directement à la faiblesse structurelle du système médical burkinabé. Les techniciens y ont vu la première possibilité concrète de stabiliser des services essentiels jusque-là soumis à des programmes intermittents. Dans le même temps, les discussions énergétiques avec le Venezuela ont pris une dimension stratégique. Les ingénieurs identifier des solutions adaptées à des réseaux sous contrainte. Ce double mouvement a attiré l'attention internationale au point que plusieurs partenaires occidentaux ont exprimé publiquement leurs inquiétudes. Cette réaction, loin de freiner la trajectoire, a renforcé la perception interne que reculer reviendrait à valider la dépendance passée. Ibrahim Traoré a alors assumé publiquement le changement d'orientation, transformant une séquence technique en étape politique majeure. Dans les répercussions qui ont suivi, les premiers effets sont apparus dès l'ajustement des priorités dans l'administration. Certains services ont commencé à réorganiser leur calendrier, d'autres ont adopté des méthodes de suivi plus strictes inspirées des approches cubaines et vénézuéliennes. Les débats internes se sont intensifiés, partisans et sceptiques confrontaient leur lecture, oscillant entre optimisme prudent et crainte d'isolement. Les partenaires africains observaient la situation avec attention, cherchant à déterminer si ce modèle pouvait fonctionner dans un environnement diplomatique polarisé. La phase de Dushan a finalement pris la forme d'une alternance rapide d'espoir et d'inquiétude. Pourtant, malgré les signaux contraires, les projets techniques avançaient, même si leurs résultats restaient fragiles. Cette continuité imparfaite montrait qu'un changement de cap n'est jamais un basculement soudain, mais un enchaînement de gestes précis, portés par des équipes convaincues que les marges d'autonomie se construisent dans la durée. La transition burkinabé se lit d'abord à travers un contraste mesurable entre la situation initiale et les premiers ajustements visibles après le changement d'orientation.
Le pays évoluait dans un cadre où l'aide internationale structurait la quasi-totalité des marges de décision, notamment dans la santé, l'énergie et les services publics essentiels. Ce modèle, bien que stabilisateur à court terme, reposait sur des financements volatiles, dépendants de cycles politiques extérieurs. Les premiers effets du repositionnement diplomatique apparaissent donc en creux à travers ce qui cesse progressivement de se reproduire, retard récurrent, conditionnalité imprévue ou interruption administrative. Le chiffre 40%, souvent cité dans les rapports régionaux, illustre la proportion de pays africains exposés à un risque de surendettement. Cette donnée souligne comment les modèles d'aide conditionnelle créent une pression financière durable. Elle montre un niveau de contrainte rendant les marges d'action très réduites. Pour le Burkina Faso, cette baseline rappelle la fragilité structurelle dans laquelle s'inscrivaient les politiques publiques avant la diversification des partenariats. Les programmes antérieurs, bien qu'utiles, restaient dépendants d'agendas internationaux et d'exigences administratives parfois déconnectées des priorités internes. Le repositionnement entrepris ne s'évalue donc pas seulement en gains immédiats, mais en capacité à desserrer cet étau structurel. La coopération avec Cuba introduit un premier déplacement mesurable. Les équipes burkinabées mobilisées observent une régularité des missions cubaines rarement obtenues dans les programmes conditionnels. Le modèle cubain, fondé sur la prévention, se distingue par sa stabilité opérationnelle. Les premiers échanges montrent une amélioration progressive de la formation du personnel médical, même si les résultats restent encore modestes. Les délégations impliquées notent que la continuité des activités constitue déjà un changement significatif par rapport aux interruptions fréquentes des programmes antérieurs. Cette constance donne un signal initial sur la solidité du partenariat dans un environnement contraint. Dans le domaine énergétique, les discussions avec le Venezuela révèlent une autre forme de delta. Les ingénieurs burkinabés identifient des méthodes adaptées à des réseaux fragiles, développés par un pays habitué à opérer sous pression. Les premières analyses montrent une meilleure capacité à diagnostiquer les points critiques grâce à des approches éprouvées en contexte de contrainte. L'un des indicateurs utilisés par les équipes est le taux de panne récurrente dans certaines zones urbaines. Bien que les améliorations restent limitées, un premier infléchissement est observé dans les zones pilotes où les diagnostics ont été menés. Ce résultat signale une piste réaliste pour réduire les interruptions à moyen terme. Ces éléments ne traduisent pas une transformation massive, mais un début de rééquilibrage. Les partenariats alternatifs apportent des compétences directement corrélées aux faiblesses identifiées. Stabilité dans la santé, méthode dans l'énergie, continuité dans la formation. L'analyse quantitative reste prudente, car les projets n'ont pas encore atteint une maturité permettant une évaluation complète. Pourtant, la combinaison des deltas suggère une évolution directionnelle, une réduction progressive des vulnérabilités héritées du modèle conditionnel. Cette trajectoire demeure fragile, mais elle dessine les premières marges d'autonomie technique que le pays cherche à consolider. Deux lectures cohérentes s'opposent autour du choix du Burkina Faso de s'allier à Cuba et au Venezuela. La première adopte une perspective résolument favorable, centrée sur l'idée de souveraineté recouvrée. Pour ses partisans, cette réorientation représente une sortie nécessaire d'un cycle de dépendance qui a structuré l'action publique pendant des décennies. Ils rappellent que les programmes occidentaux étaient souvent conditionnés, parfois imprévisibles, et qu'ils ont contribué à créer des fragilités durables dans les secteurs clés. Dans cette logique, les partenariats alternatifs offrent un avantage distinct. Cuba apporte une expertise médicale construite malgré des décennies de sanctions. Et le Venezuela préserve, en dépit de ces crises, des compétences énergétiques utiles pour un pays confronté à des pénuries récurrentes. Pour ce camp, ces ressources techniques constituent un levier crédible pour renforcer la capacité interne et réduire la vulnérabilité structurelle. La seconde lecture, plus prudente, reconnaît l'intérêt d'une diversification des alliances, mais insiste sur les risques inhérents à une coopération avec des États sanctionnés. Ces défenseurs soulignent que l'exposition aux pressions occidentales pourrait s'intensifier et que les sanctions, même ciblées, affectent rarement uniquement les gouvernements visés. Ils craignent également que le pays ne remplace une dépendance par une autre,
en s'adossant à des partenaires dont les marges de manœuvre économiques sont elles-mêmes limitées. Selon eux, le pari burkinabé pourrait entraîner, à moyen terme, des contraintes nouvelles, difficiles à absorber pour un État déjà soumis à des tensions multiples. Lorsque ces deux positions sont confrontées aux éléments observables dans la trajectoire actuelle, une conclusion se dégage. Les bénéfices existent bel et bien, soutenus par la stabilité opérationnelle des équipes cubaines dans la santé et par la pertinence technique des échanges énergétiques avec le Venezuela. Les risques, eux aussi, sont tangibles, alimentés par les réactions prévisibles des anciennes puissances partenaires et par l'incertitude entourant les projets encore à leur début. L'enjeu central n'est donc pas de déterminer quel camp a raison, mais d'évaluer si le pays possède la capacité institutionnelle d'absorber les chocs et de transformer des coopérations limitées en résultats concrets. Un détail change tout. Les premiers signaux de réussite ne viennent ni des discours diplomatiques, ni des annonces publiques, mais des secteurs techniques où les équipes engagées avec Cuba et le Venezuela constatent une stabilité opérationnelle inattendue. Cette observation oblige plusieurs analystes à réévaluer la portée réelle du virage burkinabé. Dans la santé, la continuité des missions cubaines contraste avec les interruptions régulières des programmes conditionnels antérieurs. Ce simple décalage, discret mais tangible, modifie la manière d'interpréter les intentions du pays. Dans le domaine énergétique, les premiers échanges renforcent cette impression. Les ingénieurs burkinabés identifient des solutions issues d'un savoir-faire construit dans l'adversité, adapté aux contraintes d'un réseau fragile. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais il introduit une cohérence technique qui manquait jusque-là. Cette cohérence devient le pivot silencieux du midpoint. Le débat ne tourne plus seulement autour des réactions occidentales, mais autour de l'efficacité concrète des nouveaux partenariats. Ibrahim Traoré et son équipe lisent dans ce déplacement comme une validation partielle du pari engagé. Dès lors, l'équilibre initial commence à se déplacer. Les premières conséquences du réalignement burkinabé apparaissent progressivement et concernent 4 catégories d'acteurs aux attentes différentes, révélant les recompositions générées par les partenariats avec Cuba et le Venezuela. Pour l'État, la nouvelle orientation crée un espace de manœuvre inédit. Les relations avec Cuba renforcent les capacités techniques du secteur de la santé, fragilisées par des années de dépendance à des programmes conditionnels. L'expertise vénézuélienne en matière énergétique ouvre également des perspectives de stabilisation progressive dans un système marqué par des pénuries fréquentes. Ces ajustements permettent à l'administration de réorganiser ses priorités, même si les pressions internationales restent fortes et susceptibles de ralentir certaines initiatives. Pour les entreprises, les implications demeurent plus incertaines. Le risque de sanctions ou de restrictions émanant de partenaires occidentaux pousse de nombreux acteurs économiques à adopter une attitude prudente. Certains secteurs identifient toutefois des opportunités liées aux innovations techniques cubaines ou au savoir-faire énergétique vénézuélien. Ces signaux restent modestes, mais ils suggèrent qu'une reconfiguration du tissu économique national est possible, à condition que les partenariats gagnent en stabilité. Pour la population, les effets immédiats apparaissent mitigés. Les échanges dans le domaine de la santé offrent l'espoir d'un appui plus régulier fondé sur la prévention, alors que les anciens programmes étaient soumis à des fluctuations politiques constantes. Les habitants perçoivent également l'importance de l'enjeu énergétique. Réduire la fréquence des coupures est devenu une attente prioritaire. Les améliorations dépendront du rythme réel de mise en œuvre, encore en phase initiale, créant un mélange d'espoir et de prudence. Pour l'environnement régional et international, la décision burkinabé agit comme un signal géopolitique. Plusieurs pays africains observent cette démarche pour déterminer si un modèle de coopération alternative peut fonctionner sans provoquer un isolement excessif. Les anciennes puissances partenaires surveillent, quant à elles, les impacts potentiels de ce réalignement. Des répercussions politiques ou économiques ne sont pas exclues et dépendront des résultats obtenus. Au centre de cette recomposition, la présidence dirigée par Ibrahim Traoré doit gérer une équation complexe, obtenir des avancées techniques tout en absorbant les pressions extérieures. La trajectoire dépendra de sa capacité à transformer des progrès ponctuels en résultats durables.
L'évolution du Burkina Faso au cours des prochains mois peut être envisagée selon 3 trajectoires distinctes, chacune reflétant les possibilités ouvertes par les partenariats engagés avec Cuba et le Venezuela, mais aussi les contraintes qui pèsent sur l'environnement international. Ces scénarios ne prédisent rien, ils éclairent les marges réalistes où l'action publique peut se déployer. Le scénario central repose sur une avancée méthodique des projets. Dans cette configuration, les programmes techniques avec Cuba continuent de se consolider dans le domaine de la santé, tandis que les discussions énergétiques avec le Venezuela progressent par étapes. Les bénéfices demeurent limités mais visibles, suffisamment pour maintenir la cohérence de la stratégie sans provoquer de rupture majeure avec les partenaires internationaux. Ce scénario suppose un environnement diplomatique tendu mais gérable, où les pressions extérieures n'entravent pas totalement la mise en œuvre des initiatives en cours. Dans cette variante, les progrès s'intensifient grâce à la régularité des missions cubaines et à l'identification rapide de solutions énergétiques adaptées. Les équipes de santé bénéficient d'un appui plus continu, ce qui améliore certains services dans les zones urbaines et régionales. Les ingénieurs mobilisés sur l'énergie parviennent à stabiliser plusieurs points critiques du réseau, renforçant ainsi la crédibilité du pays. Cette dynamique pourrait offrir un exemple concret de coopération alternative fonctionnant malgré les pressions internationales. Elle susciterait alors l'intérêt d'autres États africains cherchant à élargir leur marge de souveraineté. La troisième trajectoire envisage un resserrement des réactions occidentales. Des mesures économiques ou diplomatiques pourraient perturber les projets en cours, ralentissant la progression des initiatives avec Cuba et le Venezuela. L'instabilité des infrastructures internes risquerait de s'accentuer, tandis que les tensions administratives augmenteraient en raison de la difficulté à produire des résultats visibles. Ce scénario n'implique pas un échec certain, mais il souligne la fragilité des marges de manœuvre disponibles pour un pays confronté à des contraintes multiples et dépendant d'un équilibre diplomatique précaire. Recommandations de méthode. Face à ces trajectoires, une approche demeure pertinente. Évaluer chaque avancée non par sa vitesse, mais par sa capacité à se maintenir dans le temps. Cette lecture offre une boussole pour juger la solidité des partenariats et éviter les surinterprétations hâtives. Pour beaucoup d'observateurs, l'orientation prise par le Burkina Faso peut sembler lointaine, presque abstraite. Pourtant, ses implications touchent directement 3 catégories de publics qui suivent ces évolutions avec des attentes distinctes et des grilles de lecture parfois opposées. Cette diversité façonne la manière dont le virage burkinabé est perçu, interprété ou contesté. Pour ce groupe, la démarche burkinabé constitue un laboratoire inédit. Ils y voient l'exemple d'un pays qui tente d'échapper aux conditionnalités anciennes afin de bâtir un modèle plus autonome, reposant sur des coopérations moins contraignantes. Leur attente principale porte sur la capacité du pays à maintenir cette orientation malgré les pressions externes. Une première piste pour eux consiste à observer non les annonces, mais la continuité des projets techniques. Pour les acteurs focalisés sur les secteurs standards, santé, énergie, services publics, l'enjeu réside dans les effets concrets sur la vie quotidienne. Ils évaluent la valeur des partenariats à travers leur capacité à stabiliser des services essentiels. Les progrès restent peut-être modestes, mais ouvrent des possibilités. Une bonne approche consiste à suivre les améliorations graduelles plutôt que d'attendre des changements rapides. Pour ce troisième groupe, le Burkina Faso devient un cas d'étude. Ils observent comment un pays enclavé réajuste ses alliances tout en assumant les tensions diplomatiques induites. Leur question centrale porte sur la marge réelle de choix dont disposent les États africains dans un contexte international polarisé. Ils y voient un révélateur des contraintes, mais aussi des possibilités de recomposition. À travers ces perspectives, une idée commune se dégage. La transformation en cours se juge moins par ses résultats immédiats que par la manière dont elle redéfinit les options possibles pour l'avenir. Pour que les partenariats engagés avec Cuba et le Venezuela produisent des résultats durables, le Burkina Faso doit avancer selon une méthode structurée. Les premiers mois ont montré que les progrès apparaissent surtout lorsque les actions techniques sont coordonnées et suivies avec régularité. C'est dans cette logique que se dessine une feuille de route en 4 étapes,
chacune intégrée dans un cadre réaliste et cohérent avec les capacités actuelles du pays. La première étape consiste à consolider les programmes de santé mis en place avec les équipes cubaines. Les institutions doivent identifier les besoins prioritaires, organiser les cycles de formation et garantir la continuité du travail sur le terrain. La stabilisation des services essentiels servira d'indicateur pour mesurer l'efficacité des premiers engagements. La deuxième étape concerne l'énergie, un secteur clé pour la vie quotidienne et pour l'économie. Les ingénieurs burkinabés doivent définir les zones où les pannes sont les plus fréquentes avant de travailler avec les spécialistes vénézuéliens sur des solutions adaptées. La diminution progressive des coupures constituera la mesure la plus directe de cette avancée. La troisième étape implique une organisation interne plus rigoureuse. Les ministères doivent coordonner leur calendrier, éviter la dispersion des ressources et établir un tableau de bord trimestriel. Ibrahim Traoré attend de cette synchronisation une meilleure lecture des effets réels du changement de cap. La quatrième étape repose sur une communication maîtrisée. Les autorités doivent expliquer les objectifs sans promettre des résultats immédiats, afin de préserver la cohésion interne et de réduire l'impact des pressions extérieures. Cette transparence contribuera à ancrer les progrès dans la durée. Lorsque l'on revient aux premières équipes techniques évoquées plus tôt, celles qui observaient les centres de formation cubains ou examinaient les pistes énergétiques vénézuéliennes, une image s'impose, celle de groupes modestes, porteurs d'une responsabilité disproportionnée. Leur travail discret constitue le socle des avancées observées jusqu'ici. Ce sont eux qui traduisent en gestes concrets les ambitions politiques et qui donnent une forme tangible à la notion de souveraineté que le Burkina Faso cherche à reconquérir. Dans cette perspective élargie, le rôle d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Il ne s'agit pas seulement de décisions diplomatiques, mais de la volonté de confier au terrain la charge de redéfinir les marges d'autonomie du pays. Cette articulation entre vision stratégique et persévérance quotidienne révèle la profondeur du virage engagé. Au terme de ce parcours, une idée simple demeure. La continuité donne sa force au tournant. La trajectoire empruntée par le Burkina Faso dépasse le débat strictement diplomatique. Elle interroge la manière dont les sociétés africaines définissent leur marge de choix dans un paysage international souvent polarisé. Cette transition, encore fragile, rappelle que les décisions politiques résonnent au-delà des institutions et influencent la façon dont les citoyens perçoivent leur propre capacité d'action collective. Dans ce contexte, l'échange public devient essentiel. La diversité des points de vue, des doutes et des convictions permet d'élargir un débat trop souvent réduit au calcul géostratégique. Chacun peut y contribuer, ne serait-ce qu'en partageant une lecture personnelle, une expérience ou une interrogation. Ce moment représente une invitation à réfléchir ensemble aux possibilités qui s'ouvrent, aux limites qui persistent et aux chemins encore inexplorés.